Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La beauté, le segment en croissance. Les marques établies tirent parti et profitent de leur histoire et lorgnent de nouveaux marchés. Les nouveaux entrants jouent, eux, la carte de l'innovation. Zoom sur une dynamique aujourd'hui dans Iconic Business avec Juliette Lévy de Oh My Cream et la spécialiste Leïla Rochet. Émission spéciale donc pour tout comprendre des tendances de ce segment crucial. L'Iconic Capsule cette semaine, ce sera avec Camille Bourg qui nous fait vivre une vente aux enchères exceptionnelle. On parlera vin, dispersion à Paris et Beaune, de la plus grande collection au monde, une vente Sotheby's. C'est Iconic Business, bienvenue. Elles sont deux expertes de la beauté, de la cosmétique aujourd'hui. Juliette Lévy, fondatrice et présidente de Oh My Cream, bonjour. Bonjour. Et Leïla Rochet, fondatrice de Cosmetics Inspiration and Creation. Vous êtes une spécialiste du domaine. Juliette Lévy, d'ores et déjà, Oh My Cream, plus de 10 ans de distribution en France de marques cosmétiques, en magasin, en ligne ou surtout en ligne? Alors, on marche vraiment sur nos deux jambes. Historiquement, on a lancé en même temps notre toute première boutique à Saint-Germain-des-Prés avec un site e-commerce. Et les deux canaux ont toujours pesé à peu près 50% de notre business chacun, sachant qu'aujourd'hui, on a une trentaine de points de vente en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Donc, à chaque fois, ça a été d'emblée le positionnement de faire du clean, parce que pour se lancer au milieu d'un paysage qui était quand même très alimenté, il fallait un peu faire différent et être plutôt sur le haut du panier, sur du haut de gamme. Exactement. En fait, à l'époque, le mot clean n'existait pas vraiment, mais on avait tout simplement envie de proposer aux consommateurs ce qui se faisait de mieux sur le marché, qui est un véritable tri, que notre enseigne finalement soit un gage de qualité, d'efficacité, de résultats avant tout. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui notre définition de la clean beauty, puisqu'elle repose sur 3 piliers. D'abord, évidemment, la sûreté et l'éco-responsabilité, mais aussi, et c'est ce qui fait, je pense, notre différence avec la concurrence, en tout cas quand on parle de clean beauty, c'est l'efficacité qui reste quand même notre critère numéro 1 de sélection. Comme tout concepteur qui se respecte, une équipe d'acheteuses qui teste absolument tout, on fait tester à plein de peaux différentes, de tous âges, voilà, et on se fait un avis, on a besoin d'avoir un coup de cœur. Je pense que c'est ça aussi qui fait l'ADN d'Oh My Cream, c'est cette dimension coup de cœur. On a envie de proposer uniquement à nos clientes les produits qui nous ont littéralement bluffés quand nous, à titre personnel, on les a utilisés. Et puis ça fait partie aussi des politiques de commercialisation. C'est comment on rentre en lien avec la clientèle et comment on amène notre expertise en fait. Exactement. Je pense que le premier pilier de différenciation d'Oh My Cream, vous l'avez dit, c'est sa sélection des marques clean les plus efficaces du marché, selon nous. Une quarantaine de marques? Voilà, on a une cinquantaine de marques maintenant, ça se développe. Ça se développe. Et, mais ce dont les gens parlent beaucoup, c'est notamment dans l'expérience en magasin, c'est le conseil. Mais on avait l'impression, Leïla Rochet, peut-être que le principe de conseil avait un peu disparu, notamment des magasins. Et puis, on voit l'intelligence artificielle arriver ça et là aussi dans les expériences. On a l'impression que le conseil, on se le fait un peu soi et que ça avait un peu disparu dans la relation cosmétique et beauté pour les enseignes. Moi, je pense que la relation, elle est encore là, en fait. Là, ce qu'on observe, c'est qu'ils font un conseil augmenté. C'est que, grosso modo, les consos, surtout les plus jeunes, connaissent et ont des informations et font des recherches. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle de savvy consumer, donc des consommateurs connaisseurs qui font un peu leur travail avant de pénétrer un point de vente. Donc, ce qui est important dans un point de vente, c'est d'élever en fait cette éducation, donner plus d'informations concernant les marques, les philosophies des marques. Et c'est vrai que ce sont des choses que les conseillères de Oh My Cream font quand même pas mal. Bon point pour vous. Donc une cinquantaine de marques à présent. Vous avez une idée du taux de renouvellement parce qu'il y a une diversité et une multiplication des marques qui arrivent, des produits qui sont testés. Vous êtes sur quel renouvellement? Vous embarquez combien de nouvelles marques en fait au fur et à mesure par saison peut-être? Alors nous on dit souvent en rigolant qu'on est un petit peu l'anti-Colette, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vocation à changer d'équipe tous les 4 matins. Donc on a un assortiment relativement pérenne. Je ne vais pas vous dire qu'en 10 ans ça ne nous est pas arrivé de déréférencer
relancer certaines marques, notamment pour faire de la place, puisqu'on ne peut pas pousser les murs dans nos petits magasins de quartier à un petit peu de nouveautés dont nos clientes sont clairement friandes. Mais on a tendance à lancer, je dirais comme ça, 2-3 jolies marques chaque année. Mais il n'y a pas de règle. S'il y a une année où on n'a pas de coup de cœur, on ne s'est jamais arrivé, on ne lancera rien. Et s'il y a une année où on a une dizaine de coups de cœur, on va quand même essayer de filtrer, d'être assez sélectif, notamment parce que les gens voient en nous ce côté un peu le phare dans la tempête, dans un univers qui est devenu vraiment pléthorique, confusant, où ils ont besoin d'y voir clair. Et pour ça, je pense qu'on ne peut pas se permettre de lancer 15 marques tous les ans, qu'on ne retrouvera plus d'ailleurs dans 2 ans chez nous. Oui, l'enjeu, c'est de ne pas se tromper, notamment pour vous aussi dans le sourcing. Alors, est-ce qu'on va plutôt vers des marques établies qui développent leur gamme ou on va, pour avoir ce supplément, dénicher la petite marque que tout le monde s'arrache ? Je vais encore vous faire une réponse de politique, mais il n'y a pas de règle. En fait, on est assez friande, c'est vrai, des très grosses marques qu'on s'arrache à l'étranger et qui sont introuvables en France. On adore évidemment aussi, on l'a fait par exemple pour une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Talm, To All the Mamas, qu'on a été parmi les premiers à référencer et avec qui on était en discussion avant même qu'elle mette le premier produit sur le marché. C'est un savant mélange entre dénicher et rapporter des blockbusters. Mais finalement, l'objectif est toujours le même, c'est de référencer uniquement les marques qui, selon nous, sont les marques institutionnelles de demain, donc sont les marques dont on parlera encore dans 20 ans. Et c'est en ça qu'on n'est pas incolète, parce que finalement, la tendance ne nous intéresse pas, la marque du moment ne nous intéresse assez peu aussi. On est là pour essayer de spotter celle qui a le fond et la forme, des produits iconiques qui certes sont dans l'air du temps, mais voilà, qui seront toujours là dans nos magasins. Et qui s'installeront dans la salle de bain de manière pérenne. Et finalement, il y a une idée aussi de transmission. C'est peut-être aussi pour ça que toutes les grandes maisons y vont. On transmet le nom, mais peut-être après le produit. Leïla Rocher, ça joue justement entre des marques établies qui voient très bien qu'il y a un relais de croissance, ou toujours de nouveaux entrants, où c'est le subtil mélange des deux, mélange équilibre. Chacun apprend avec l'autre, en fait. Je crois que les marques indies, enfin, on parle de marques indies indépendantes, qui ont d'ailleurs été, qui sont nées à l'époque d'ailleurs d'Instagram, déjà maintenant il y a une quinzaine d'années. Ce sont surtout elles qui défrichaient des nouveaux segments de marché, des nouvelles tendances, ou qui ouvraient finalement des nouveaux territoires qui n'étaient pas encore investis par les grandes marques. Donc, ce que l'on observe, c'est un mouvement un petit peu de balancier ou d'influence, en quelque sorte. Ces marques indies influencent les grands groupes qui, dès lors que ce segment devient intéressants et prospères, vont effectivement pénétrer ce marché, voire acquérir en fait ces marques indépendantes. Donc ça oblige aussi les marques établies et les grandes maisons à sortir de leur zone de confort, à ne pas louper la croissance et la dynamique potentielle, parce qu'on voit que des Céline, des Chanel, des Givenchy, des Hermès y sont, que Gucci miroite aussi le segment à côté de marques qui testent peut-être, ou de très installées comme L'Oréal qui investissent beaucoup dans la recherche. Tout à fait. On voit qu'effectivement les grands groupes apprennent effectivement des petits faiseurs, regardent également les tendances, parce que quelque part aussi les tendances sont là. Il y a eu des grands phénomènes de bousculement et de chamboulement de nos métiers. La green beauty, la clean beauty fait partie en fait de ces grands changements de nos métiers. Et ces grands groupes sont à l'affût de ces tendances et effectivement affûtent et ajustent leur stratégie en fonction. Juliette Lévy, il y a des marques comme ça qui créent une perspective intéressante, notamment Augustinus Bader, qui est l'exemple de l'ultra premium, avec récemment encore de grosses perspectives de croissance, jusqu'à 40% cette année. Ça fait partie des marques que vous défendez, que vous vendez. Tout à fait. Alors, vous parliez du fait que c'est une marque ultra premium, effectivement. Ça fait partie de nos critères de sélection, en tout cas des choses qu'on regarde quand on référence une marque, c'est le prix qui se doit, à nos yeux, d'être juste. Donc, quand on se permet de référencer une crème comme ça, qui vaut effectivement autour de 250 € le flacon, dites-vous qu'on est d'autant plus regardant sur l'efficacité, le résultat qu'on en tire. Et on a été bluffés, nous, par cette marque, qui, je pense, effectivement, a atteint plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de quelques années, ce qui est quand même assez inédit sur le marché, mais qui est pour moi totalement justifié, parce que je connais quasiment pas une seule personne entre des mains à qui j'ai offert cette crème et qui ne m'ait pas dit elle est complètement incroyable, complètement bluffante. Donc
finalement, ça montre aussi, je trouve, qu'il y a toujours de la place pour des marques qui ont un certain coût, alors où le pouvoir d'achat est hyper chahuté, où on est en période de crise et tout le monde le sait. Le moins, mais mieux. Vous le voyez, vous, avec peut-être le panier moyen en magasin ou en ligne, notamment? Nous, justement, le panier moyen a assez peu évolué ces dernières années, justement parce que je pense qu'on a toujours été dans quelque chose d'assez rationnel. Ça sous-entend une démarche déjà et un engagement. Exactement. La demande, donc, est-ce que vous voyez qu'elle se stabilise sur certains marchés, notamment sur le marché français, par exemple? Honnêtement, nous, on vit là en 2024 l'une de nos plus belles années avec des taux de croissance qu'on n'avait pas connus ces dernières années. On a connu un gros boom, évidemment, au moment du Covid, où paradoxalement, nos points de vente ont fermé. Donc 50% de notre business, le site a explosé. C'est déplacé. Post-Covid, on a dû réajuster un certain nombre de choses parce qu'il y a eu un retour massif en magasin. Puis après, une période d'incertitude qu'on a tous connue, avec tout un tas de phénomènes qui se sont accumulés dans le contexte politique, géopolitique, économique. Mais 2024, c'est vraiment l'alignement des planètes pour nous, parce que je pense qu'on a fait évoluer notre concept, qu'on apporte aussi un petit peu de légèreté. Vous connaissez certainement ce fameux lipstick index qui dit qu'en fait, en temps de crise, les gens sont particulièrement, au contraire, enclins à s'offrir un petit rouge à lèvres, un petit produit de beauté, parce que c'est un luxe qui reste, somme toute, relativement accessible. Et donc 2024, pour nous, au contraire, c'est une des années avec les plus fortes croissances qu'on ait connues. Leïla Rocher, c'est symptomatique du reste des autres plateformes, des autres marques et des autres marchés, c'est qu'on est encore sur une grande dynamique? On est en tout cas, jusqu'à 2023, on a connu une croissance. Le marché de la beauté à l'international a connu une croissance de 8%. Ce qui est énorme. Et quand on parle effectivement du lipstick effect, effectivement, aujourd'hui, la beauté, c'est plus que l'utile, c'est plus que le futile, c'est effectivement le bien-être, c'est une perception plus holistique aussi de la beauté qui apporte bien-être, santé mentale et santé spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les chiffres historiques, même durant le Covid, on n'a connu qu'une décroissance de 8% sur le marché de la beauté. Ce qui, somme toute, pas si énorme que ça comme décroissance. Et le marché continue à bien se porter parce qu'il y a cet aspect psychologique finalement de la beauté qui fait que elle passe toutes les tempêtes pour le bonheur de la beauté de chacun. On va y revenir dans un instant avec vous deux. Avant de poursuivre avec vous, je vous propose d'aller découvrir une vente aux enchères exceptionnelle. C'est avec Camille Bourg, c'est l'Iconic Capsule. 3,3 millions d'euros, c'est la somme récoltée à la suite de 2 ventes de vins historiques. Le plus haut résultat pour une collection privée vendue par la célèbre maison Sotheby's en France. Au total, plus de 3000 bouteilles méticuleusement sélectionnées dans la cave légendaire de Pierre Chun. Pendant plus de 40 ans, ce Taïwanais a constitué une collection exceptionnelle qui reflète à la fois son savoir et la finesse de son palais. La première vente qui s'est déroulée à Paris le 20 juin dernier était exclusivement consacrée au champagne, du jamais vu dans l'histoire des enchères. À elle seule, elle a atteint près d'1,5 million d'euros. Avec des bouteilles issues de cuvées de prestige et des millésimes exceptionnels, de nombreux records ont été battus. C'est le cas notamment d'un Magnum Dom Pérignon P3 de 1966 adjugé à 23 750 euros, ou encore de 3 Magnum Salon Le Ménil de 1990 à 8 300 euros chacun. Les collectionneurs ont également répondu présents lors de la vente du 2 juillet dans le prestigieux couvent des Cordeliers de Beaune. Elle rassemblait cette fois-ci des millésimes mythiques de Bourgogne. Une collection essentiellement composée de 22 grands crus qui représentent moins de 2% de la production annuelle de la région. Cette vente a rapporté 2 millions d'euros avec d'autres records, notamment 3 bouteilles de la Romanée Conti de 2007 adjugées à plus de 15 800 euros chacune et un Magnum du domaine de la Romanée Conti Latache de 2005 à 35 000 euros. Depuis quelques années, le vin suscite un regain d'intérêt de la part des collectionneurs. En témoignent les derniers chiffres. En 2023, les ventes de Sotheby's ont atteint 159 millions de dollars contre 58 millions de dollars en 2013 à titre de comparaison. Un bon présage pour les 2 dernières ventes de cette série qui auront lieu à New York en septembre et à Hong Kong en novembre prochain. Leïla Rocher et Juliette Lévy avec nous dans Iconic Business et l'univers de la cosmétique et de la beauté. On parlait tout à l'heure de cette demande, de cette croissance, de cette dynamique encore. Avec finalement, il y a eu l'effet Covid et puis la suite, mais c'est toujours cet impact des jeunes générations et surtout, Leïla Rocher, des réseaux sociaux. Bien sûr. Oui, la jeune génération, pareil, a fait basculer un petit peu
la façon un peu plus traditionnelle de vendre aux consommateurs. On est sur des générations Z et Y qui font à peu près 50% maintenant de la population mondiale. Ce sont, alors j'aime bien les appeler les beauty natives, c'est un mot qu'on avait trouvé justement avec Erin Brionne. L'idée, effectivement, ce sont non seulement des digital natives, mais ce sont également des générations qui ont été portées par la beauté dès leur plus jeune âge à travers leur mère, génération X, ou leurs parents, génération X ou génération de boomers. On voit également que c'est une population qui accorde énormément d'importance au bien-être et à la santé. Oui, finalement, c'est là où on retrouve l'appétence pour le clean, pour le durable. Exactement. Ils vont investir davantage. Ils ont aussi un comportement peut-être de prévention, plus que simplement de correction, puisque dès leur plus jeune âge, ils sont informés des nécessaires prises de position, et également d'un lifestyle qui est beaucoup plus porté sur la santé, le bien-être, la fitness aussi, qui sont effectivement des pratiques que les jeunes générations aiment. Juliette Lévy, est-ce que vous avez vu aussi, vous, l'impact des jeunes générations et des réseaux sociaux dans, justement, votre clientèle ? Oui, alors nous, pour notre plus grand plaisir, on a vu une vraie tendance, exactement comme vous le disiez, Leïla, sur ces dernières années, une part vraiment croissante qu'a pris le wellness dans le monde de la beauté. On n'est plus uniquement en train de parler de cosmétiques et de résultats, de corriger des défauts. C'est toute cette tendance aussi du body positive, des réseaux sociaux qui ont un effet un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, il y a des injonctions énormes, et puis c'est un monde du paraître, et puis de l'autre côté, quand même, il y a de plus en plus de messages qui sont relayés pour aller dans le sens de s'accepter soi-même, tel qu'on est, etc., d'accepter ses défauts. Il y a des marques qui le font très bien et qui ont enfin, entre guillemets, un terrain de jeu pour s'exprimer et toucher massivement les gens via les réseaux sociaux. Donc c'est quand même des messages qui se démocratisent et effectivement les gens ont plus envie, si je dois parler de façon résumée, envie de se faire du bien plus que de corriger une ride ou une tache ou une imperfection. Et ça, je pense que ça a vraiment élargi les frontières du marché de la beauté, puisqu'aujourd'hui, on ne vend pas simplement effectivement un sérum anti-âge. D'ailleurs, on n'a plus trop le droit de dire ça. Oui. Et c'est très bien. Mais effectivement, on va vendre des compléments alimentaires, des brosses à sec pour se masser le corps, qui ont certes pour effet de booster la circulation sanguine et lymphatique, mais aussi de se faire du bien et de s'énergiser le matin avant d'aller prendre sa douche. Voilà, les frontières ont vraiment été repoussées et je trouve que ça rend le terrain de jeu d'autant plus passionnant. Je pense que ça n'est pas non plus complètement étranger au fait qu'on connaît des croissances assez fortes, puisqu'on ne tourne plus simplement autour d'une pure routine cosmétique. Oui, c'est toute l'expérience. On évoque tout un lifestyle et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui vont sur le terrain de la beauté, quand même c'était avant des maisons de mode ou les maisons que vous citiez tout à l'heure. Parce que la beauté est véritablement devenue un lifestyle à part entière. Et c'est ça qui est excitant. Et puis surtout que ça permet aussi de classer, entre guillemets, les marques au milieu de cette offre. On va jouer sur la qualité des ingrédients, on va jouer sur la rareté, on va jouer aussi, on l'oublie, le packaging qui va aussi avec l'enjeu de durabilité. Donc il y a tout ça où on peut doser entre les marques et entre les grandes maisons. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, celles qui sortent du lot, c'est celles qui arrivent à tout cocher. C'est celles qui ont une approche qu'on appelle chez nous holistique, in and out. C'est quand même celles qui ont vraiment tout compris aujourd'hui, qui ne font pas uniquement, je sais pas, du skincare, mais qui font dans ce cas-là du skincare, un complément alimentaire, une brume énergisante, qui vont jouer vraiment sur tous les sens et sur tous les aspects du bien-être. C'est celles qui ont compris que le fond ne va pas sans la forme. En tout cas, en 2024, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en coulisses avec Leïla. Il y a énormément de produits sur le marché, il y a plein de marques qui se lancent, mais rares sont celles qui arrivent à faire de vraies belles marques, avec tout ce que ça implique en termes d'univers esthétique, d'incarnation par les équipes, de concept retail pour quand on a des magasins. Enfin, c'est cet aspect 360, je pense, qui fait le succès des belles marques. Et c'est pas simple, personne ne connaît la secret sauce, il n'y a pas de recette. Mais oui, c'est ce qui permet, je pense, un petit peu de les trier sur le volet et de sélectionner les meilleures d'entre elles. C'est qu'il y a quand même énormément de critères à cocher pour émerger. Laïla Rocher, est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus consommateurs, plus adeptes ou qui dépensent davantage? Est-ce qu'on pense aux États-Unis ou alors est-ce que ça s'est déplacé
Avec d'ailleurs les classes moyennes qui augmentent leur pouvoir d'achat côté Asie-Pacifique. Alors, en termes de marché, le marché américain reste quand même le marché numéro 1 de la beauté. Donc, bien avant le marché français, le marché chinois également, parce que c'est un marché d'abord qui est énorme, mais également qui consomme beaucoup de produits de beauté et qui aussi a, en prestige notamment, un mix produit qui est plutôt en faveur du maquillage, alors qu'en France, on a un mix produit en prestige qui est plutôt en faveur du parfum. Donc, on est vraiment sur des climats différents. En revanche, quand on regarde par tête d'habitant, la consommation par tête d'habitant, on va davantage se rapprocher du Japon, de la Corée, surtout en skincare, enfin en soins, avec bien sûr les routines de 14 étapes, comme tout le monde les connaît, et des consommateurs qui sont dans la surconsommation des produits de beauté. Avec potentiellement aussi, parce qu'on pense à L'Oréal, mais pas que, ce fait d'investir et d'avoir potentiellement cette croissance impressionnante, notamment sur des pays comme l'Inde. Oui. Ouais. Il reste effectivement des pays qui sont en plein développement. Il y a effectivement l'Inde, il y a également l'Afrique, l'Afrique Nord. Donc on est parce que l'accès de la classe moyenne, l'accès en fait va être d'autant plus facile que la classe moyenne se développe dans ces différents pays. Mais on reste sur des pays qui ne sont toujours pas dans le top 5 des marchés globaux de la beauté. Juliette Lévy, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi répondre localement au marché? Parce qu'il y a un rapport différent à la beauté selon où on consomme et le soin des cheveux, les États-Unis, le maquillage, la France, le parfum. L'enjeu aussi est de savoir s'adapter à sa clientèle locale. Complètement. Alors là, nous, on en est vraiment au tout début, puisque ça fait 18 mois qu'on est présent au Royaume-Uni et en Belgique. C'est le début. C'est le tout début, mais c'est vrai qu'on a déjà commencé à faire le constat qu'effectivement, les usages n'étaient pas les mêmes. On prend un exemple, par exemple, au Royaume-Uni, elles rentrent toutes en boutique, tout le monde met un SPF, une protection solaire au quotidien, ce qui est un usage qu'on a énormément de mal à démocratiser en France, par exemple. Elles n'ont pas du tout la même façon de se maquiller. Elles ont un rapport au skincare beaucoup plus technique, donc elles sont beaucoup plus friandes des marques ultra premium, des marques de cosmétiques, là où en France, on sent qu'on a une culture de la parapharmacie. Et donc c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Maintenant, force est de constater quand même, avec le peu de recul qu'on a, que quand même le top 5, le top 10 des marques qui fonctionnent restent relativement immuables. Et que, comme vous le disiez tout à l'heure, un Augustinus Bader, un Tata Harper, un Ilia en maquillage restent des blockbusters, quel que soit le pays. Peu importe dans le monde, ça, Leïla Rocher, dopé par les influenceurs partout dans le monde. Bien sûr, ce sont des marques qui fonctionnent partout. C'est vrai qu'Ilia Beauty, c'est une marque américaine qui a démarré aux États-Unis, qui maintenant est présent sur le marché français, une des marques qui était pionnière de la clean beauty, également avec des très très jolies textures et des très beaux produits. Donc Augustinus Bader, pareil, c'est un succès planétaire. Donc on observe quand même que ces faiseurs-là sont présents. Et par la force et la qualité de leur univers, mais également pour leur présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, je ne dirais pas qu'Ilia Beauty soit vraiment une marque très TikTok. Il faut être TikTok compatible. Voilà, TikTok compatible, c'est plutôt des Charlotte Tilbury qui marchent super bien à l'international. Donc, ce sont des marques qui arrivent, des Rare Beauty aussi, qui marchent très bien aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Rare Beauty qui est aussi axé davantage sur la santé mentale. Donc, on retrouve comme ça, effectivement, des marques qui n'étaient pas là il y a 10-15 ans et qui émergent comme étant top-sellers un petit peu partout dans le monde. Et qui ont redistribué les cartes, on y voit plus clair grâce à vous deux aujourd'hui. Juliette Lévy, fondatrice et présidente de Oh My Cream, merci d'avoir été avec nous. Leïla Rocher, fondatrice de Cosmetics Inspiration and Creation. Merci beaucoup. Iconic Business, le luxe par BFM Business. Toutes les semaines, c'est à retrouver sur l'appli, évidemment sur les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.